Bonjour à tous et merci d'être là, et je suis très honorée d'avoir pu représenter ici une partie des enseignants-chercheurs de la SFIC, dont je suis secrétaire générale, et je remplace ici Elisabeth Gardère, qui m'a d'ailleurs précédée au poste de secrétaire générale de la SFIC et qui, pour des raisons d'impératif avec son université, n'a pas pu nous rejoindre. Donc elle m'a demandé un petit peu au pied levé de la remplacer pour cette conférence et pour emprunter ensemble cette rue du mieux vivre ensemble. Alors cette rue du mieux vivre ensemble, évidemment, elle pose question au moment où j'ai préparé cette intervention. Et là encore, en début de semaine, on a tous été évidemment saisis par le défi absolument colossal du vivre ensemble, tout simplement. Et évidemment, ces images qui sont là, vous reconnaissez les manifestations des agriculteurs qui ont bloqué en partie la capitale, vous reconnaissez le débat sur les questions énergétiques, mais vous reconnaissez surtout des images qui ont déclenché une vague émotionnelle extrêmement puissante avec cette question des migrants et notamment cette photo choc qui a circulé sur tous les réseaux, le décès de ce petit enfant syrien, et qui a engagé la mobilisation forte des pays autour d'une discussion. Alors pourquoi j'ai repris ces images-là? C'est pour essayer d'abord de resituer l'importance de la question des émotions dans le vivre ensemble. Au moment où on avait cru que notre modernité se concevait avec la rationalité du débat argumentatif, avec la raison et la délibération aux commandes du monde. Et puis en fait, quand on délibère et qu'on discute, manifestement, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour vivre ensemble. Et parfois, c'est le choc de l'émotion qui va engager une mobilisation de tous pour reposer cette question du vivre ensemble. Alors, quel est l'avenir du vivre ensemble si le choc immédiat de ce qui se passe actuellement nous interpelle? Eh bien, quand on reprend, et ici j'ai fait cet exercice de regarder quel est l'état un petit peu du climat social, mais évidemment ce sont des chiffres que vous connaissez et qui sont construits par une réalité médiatique tous les jours en France. Ici, par exemple, 61% des jeunes sont prêts, nous dit-on, à se révolter. Alors, près de 2 tiers des jeunes prêts à se révolter, notamment chez les intérimaires, les chômeurs, les stagiaires, etc. Donc là encore, on se dit que le défi, ce n'est pas seulement le défi d'aujourd'hui, c'est aussi le défi de demain. Parce que si la jeunesse d'aujourd'hui est de projeter plutôt la révolte que le vivre ensemble, évidemment, en tant que nous, pédagogues, et vous, professionnels, ça nous interpelle. Donc qu'est-ce qu'on est capable de faire pour offrir une autre vision du vivre ensemble? Alors encore ici, des résultats très médiatisés sur des études américaines qui ont été réalisées. Alors vous voyez peut-être pas très bien ici, c'est une étude qui a été faite sur les corrélations entre les attitudes au travail et la progression dans la carrière. Et le résultat qui apparaît ici, c'est que des chercheurs américains de différentes universités ont mis à jour le fait que les employés qualifiés par leurs propres collègues d'amicaux, donc rentrant dans une relation sociale pacifiée, eh bien, ont des carrières moins bonnes que les autres. Non seulement ils ont des carrières moins bonnes que les autres, mais en plus, ils ont des salaires moins élevés que les autres. Ils ne sont pas proposés par leurs pairs pour accéder à des fonctions de responsabilité. Donc, avoir une attitude amicale, bienveillante et coopérative au travail, nous disent ces 3 universités américaines, ça c'est les travaux de ces chercheurs américains, conduit plutôt à une dégradation de la condition au travail. Alors rassurez-vous, une femme inamicale a quand même un salaire inférieur à un homme amical. Il faut quand même que les choses restent à leur place. Donc l'ordre du monde n'est pas bouleversé. Alors si on regarde le vivre ensemble au travail, et là encore je pointe les défis, mais qui sont publiés et partagés, alors dans des enquêtes qu'on peut toujours contester, mais qui sont vraiment confortées par des études de grande ampleur au niveau européen ou même mondial, et menées par des instituts plus sérieux que BVA, mais dont ici j'extrais quand même quelques chiffres.
Sur une enquête récente, elle doit dater de 2013, celle-ci, sur la satisfaction comparée au travail dans différents pays européens. Alors il faudrait que je me penche pour voir les différents pays, donc Suisse, Finlande, Italie, Belgique, Allemagne, Pologne, mais aussi Chine, USA, Canada, Russie, Brésil et allez savoir pourquoi Maroc, qui représente la communauté africaine tout entière, qui sera quand même bientôt très nombreuse. La France arrive quand même sur ces 16 pays au 15e rang sur l'item du plaisir à travailler ensemble. Au dernier rang sur le sentiment de reconnaissance qu'ont les salariés de leur travail. Au dernier rang ex aequo avec... je crois, le Royaume-Uni, sur la satisfaction à l'égard des relations avec les supérieurs hiérarchiques. Et au 12e rang de satisfaction sur l'évolution professionnelle. Alors, ces chiffres-là, et ce sera ici les derniers que je vous présenterai, sont des chiffres qui indiquent que le vivre ensemble au travail pose question et sérieusement détérioré actuellement. Alors on a ici des résultats d'études qui ont été menées par la Sofres et Capgemini. 47% des managers, donc de ce qui doit porter en principe le projet d'entreprise, ont en réalité peu confiance dans les équipes dirigeantes. Pour ces mêmes managers, on a plus d'un tiers qui considèrent que le changement est un risque. Et on a ici des indicateurs en bas qui montrent, alors le bas est un peu tronqué ici. Vous avez d'un côté l'ensemble des salariés français, donc c'est une étude qui a été faite auprès de 6000 salariés, et puis sur la droite, la proportion des moins de 30 ans. Et donc on voit que pour les jeunes de moins de 30 ans, entre 2007 et 2014, le travail est d'abord considéré comme un gagne-pain dans une proportion qui a augmenté de 15 points par rapport à 2007. Tandis que le travail est un lieu de contact humain, moins 29 points par rapport aux études de 2007. C'est-à-dire que, alors ça s'est dégradé pour tous les salariés, mais très spécifiquement pour les moins de 30 ans. Donc là, on voit une dégradation assez inquiétante de l'investissement des jeunes au travail qui, effectivement, ont le sentiment que c'est plus là que se joue, se noue le lien social, la relation, le contact qui permet leur épanouissement. Alors, ces éléments-là sont des constats sévères qui nécessairement interpellent non seulement les communicants, mais bien évidemment les pédagogues, les chercheurs, qui en amont sont aussi des porteurs de messages sur la société qu'on est en train de construire. Alors parmi ces constats, celui notamment du manque d'écoute, du manque de considération, et même du manque de reconnaissance des salariés, en tant que personne, mais aussi en tant que porteur d'un savoir-faire, d'une qualification, d'une utilité professionnelle et sociale. Ces constats sont faits non seulement par toutes les enquêtes, mais par les sociologues et par les chercheurs de terrain que nous sommes. La communication interne, ou la communication d'entreprise, la communication corporate, sont considérées assez souvent comme des véhicules d'un message qui reste peu transparent, peu crédible, empreint d'idéologie, comme si la critique de la propagande ou de la communication comme outil de rhétorique, finalement, n'avait servi à rien et qu'on en était toujours au même point après 40 ans pourtant de professionnalisation du métier. Une insatisfaction à l'égard de la culture managériale. Manifestement, à part le manager de proximité, qui garde un certain crédit auprès des salariés, peu de crédit est accordé au management supérieur et aux directions d'entreprise. Alors, cette défiance, on peut la mettre dans le gros paquet de la défiance des Français à l'égard de toutes les institutions et de l'ensemble des modes de gouvernance.
on a parlé du pays, de la France, comme pays de la défiance. Des auteurs ont écrit sur cette question-là. Il y a des livres qui sont notamment repris par le think tank de l'Institut Montaigne, qui a fait très récemment une publication sur « Et la confiance, bordel », justement pour dire ok, la France est un pays de défiance, mais derrière ça, quel message plus optimiste ou comment est-ce qu'on peut revoir les choses? Alors en quoi ça concerne la communication et quels sont les enjeux qui sont derrière ça? Cette érosion du sentiment d'implication et de satisfaction au travail, et notamment les constats sévères à l'égard du rôle de la communication et de la communication managériale dans cette insatisfaction au travail, elles sont étudiées depuis plus de 20 ans, enfin depuis juste 20 ans on peut dire, et Sylvie Alemanno-Parini pourra en témoigner puisqu'elle est l'animatrice du groupe Orgenco, dans un groupe d'études et de recherche. Donc je vous invite peut-être à prendre connaissance de ces travaux critiques au sens non pas de la critique de l'action de communication ou des professionnels bien entendu, mais critique au sens de la distanciation et de l'analyse argumentée de nos pratiques et des évolutions organisationnelles. Ce groupe Orgenco étudie la communication et ses comment dire, non pas ses effets, mais sa force structurante dans le collectif depuis une vingtaine d'années. Alors j'ai cité ici deux collègues pour marquer un petit peu les bornes de publication, l'une assez ancienne de Bernard Floris avec la communication managériale, la modernisation symbolique des entreprises, et puis une beaucoup plus récente qui est d'ailleurs écrite en collaboration avec l'un des collègues professionnels, Jean-Marie Carpentier, ayant jusqu'à très récemment un poste important chez EDF en collaboration avec Vincent Brulois, qui est l'un de nos collègues à Paris 13. Alors, ces travaux en communication organisationnelle, ils proposent notamment d'apporter des éclairages sur, non pas la partie visible ou la dimension d'image de la communication, mais sur sa puissance structurante, sur sa capacité organisante. Et cette capacité organisante, c'est-à-dire ce que disait tout à l'heure Bruno Chauvet, c'est-à-dire que c'est par nos communications que nous faisons organisation à un moment donné, eh bien évidemment, elle est absolument structurante depuis les premiers travaux en relations publiques sur l'ingénierie du consentement, sur la façon dont on arrive à créer les conditions d'acceptation d'une autorité et d'un consentement dans l'opinion, en passant par l'ingénierie symbolique, c'est-à-dire comment la communication fabrique des signes, des images, des symboles qui créent du sens. Ingénierie sociale, relationnelle, c'est par nos communications que nous rentrons en relation. Et évidemment, cette relation n'est jamais symétrique, neutre, mais elle est chargée de relations d'influence, de pouvoir, mais aussi de capacité d'empathie et à faire du lien social. Et puis, la communication, elle est aussi porteuse d'enjeux, évidemment, dans toute cette dimension informationnelle, médiatique, numérique, avec tout son appareillage à la fois technique et de contenu. Alors la conséquence de cette capacité structurante, c'est que la communication, nos communications, non pas d'image, mais de l'ensemble des interactions, l'ensemble des processus de production des discours, l'ensemble des processus de mise en relation, eh bien, ça contribue à faire du lien social, à faire du territoire, à faire de l'organisation, et à en caractériser des conditions qui peuvent être positives ou évidemment délétères. Alors les défis de la communication, évidemment, c'est le défi de la coopération, mais non pas de la coopération au sens où on aurait des bonnes règles pour bien travailler ensemble. Il y a 15 ans, j'ai fait mon doctorat sur les outils collaboratifs. C'était l'époque des groupware, l'époque des premières messageries, etc. Avec le sentiment que parce qu'on allait pouvoir partager toutes nos informations, on allait pouvoir rentrer dans des processus coopératifs plus élaborés. Ben, il y a 15 ans déjà, on disait attention, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle maintenant les Twitter, Facebook et compagnie, ben, ils se jouent dans des dimensions d'abord humaines, relationnelles et sociales.
Alors pour ça, évidemment, il faut peut-être abandonner une vision de la communication s'appuyant, étayée sur des outils, étayée par des dispositifs managériaux, mais reprendre peut-être l'angle avec une dimension du faire ensemble. Alors ce sera mon collègue qui prendra le relais. Je voulais vous présenter une expérience pédagogique qui a été menée, mais vous aurez ces documents-là dans ce qui vous sera laissé sur l'espace communautaire là, qui vient d'être annoncé. Et l'idée serait peut-être de réinvestir la communication sous l'angle plutôt d'un faire ensemble qui repose sur une véritable praxis d'une communication incarnée. Incarnée, ça veut dire le corps, les émotions, l'être ensemble. Et donc, pourquoi ne pas de temps en temps délaisser nos outils médiatiques et confronter corporellement, charnellement, émotionnellement, affectivement notre être ensemble, alors dans des lieux, dans des dispositifs organisés ou informels, qui peuvent peut-être permettre de faire un pas de côté. Alors je vais donner la parole tout de suite, mais il y a derrière ça peut-être tout un questionnement sur les modes de pensée et les modèles d'action managériaux qui sont à questionner. Et je vous inviterai à prolonger la réflexion dans le cadre de l'Académie scientifique. On ne fait qu'engager finalement. Merci de votre attention. Merci Valérie. Je viens de la souris ici. Tu peux me filer la souris. Donc, bonjour à tous. Alors moi je viens donc vous présenter un projet qui répond un peu à cette problématique du mieux vivre ensemble. C'est uniquement la création d'un lieu qu'on appelle campus au Crédit Agricole. Pour justement changer un peu les modes de travail, les modes de fonctionnement que peut avoir un groupe, comme le Crédit Agricole. C'est un projet qu'on a appelé Evergreen. Evergreen, c'était le nom du site sur lequel on s'est installé. Donc le groupe Crédit Agricole, fin 2008, la crise des subprimes, l'image de la banque qui est vraiment pas bonne vis-à-vis du public, et on a une obligation de changer un peu l'image du banquier. On profite de cette opportunité-là pour rassembler déjà dans un premier temps toutes les équipes qui sont un peu dispersées sur Paris. On avait du monde du côté de Montparnasse, on a du monde du côté d'Issy-les-Moulineaux, et on se rend compte que dans les phases de crise et dans les phases de problème, on n'a pas cette facilité de communication entre les entreprises. Donc la volonté de la direction générale, c'est, mai 2009, trouvez-nous un site où demain on peut rassembler jusqu'à 9000 collaborateurs, de manière à faire en sorte que toutes les entités du groupe, importantes, back-office inclus, puissent être sur un lieu unique et puissent pouvoir échanger et collaborer différemment. Donc, on avait connaissance d'un site à Montrouge, un ensemble immobilier avec quelques bâtiments déjà existants, l'ancien site de Schlumberger. On a profité de cette opportunité de connaître ce site pour le présenter à la direction générale, qui nous a donné son feu vert. Il nous a dit, mais non, transformez-nous l'entreprise au passage. Donc ici, je viens plutôt sur la casquette immobilier, mais ce n'est pas du tout un projet immobilier, c'est avant tout un projet d'entreprise. L'immobilier, le lieu dans lequel on se trouve, n'est qu'un vecteur de transformation de l'entreprise. Donc 3 ambitions sur ce projet managérial. On a vu le comportement des managers. Il faut changer ce mode de fonctionnement. Juste l'anecdote au passage, on était à Crédit Agricole SA, holding du groupe, était dans un immeuble de 16 étages, une direction générale au dernier niveau, tous les directeurs au même étage, 25% des collaborateurs en bureau individuel fermé, cloisonné. On était dans une version hôtel puisqu'il fallait même un badge pour ouvrir le bureau. Donc on pouvait très bien, un collaborateur pouvait arriver le matin, rentrer dans son bureau, en ressortir le soir sans jamais voir personne. Imaginez en termes de collaboratif et en termes de communication ce que ça peut donner. Juste une catastrophe. Donc nous avons dit, changez-nous tous ces modes de fonctionnement. Humaine, la volonté de faire partager et d'arriver avec de faire exprimer les collaborateurs. 8000 collaborateurs, on a donné la parole à 8000 collaborateurs. 450 volontaires sont venus s'exprimer sur demain, sur le site de Montrouge. Comment vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez voir? Comment voulez-vous travailler? Quel comportement doit avoir votre manager? Quel service voulez-vous y trouver? Tout y est passé. Et économique, bien évidemment. Au passage, vu les loyers parisiens, on peut se permettre, en étant un peu en banlieue, de réduire nos coûts. Non pas en mètres carrés, on n'a pas vraiment réduit en mètres carrés, mais sur les coûts même immobiliers.
Et évidemment avec une image un peu plus verte et une approche développement durable qu'on se doit au passage. Donc Evergreen, c'était le nom du site. Il collait plutôt bien à l'image du Crédit Agricole, l'image de la Banque Verte. On n'a rien changé. Donc on avait 2 bâtiments existants qui étaient Aquaterra, les 2 bâtiments de 2010, qui avaient été rénovés. Ils étaient dans une phase de rénovation simple, moquette, pas de cloison. Un parc qui fait 8 hectares au total, dont 4 hectares d'espace vert, avec un bassin. Il faut vous dire que vous êtes à 200 mètres du périphérique. Et tout un programme immobilier avec un premier bâtiment qui est sorti en 2012, qui est le bâtiment Lumen, qui fait 20 000 m², qui a été acheté le site avec un permis de construire dessus. Et toute une négociation avec la ville de Montrouge pour étendre ce fameux parc avec modification du PLU. Alors il y a eu une époque, tour, pas de tour, des bâtiments de faible hauteur. On est resté sur des bâtiments qui ne dépassent pas 7 niveaux. Donc on est en phase aujourd'hui de se faire livrer le bâtiment EOL qui fait 73 000 m², qui demain va accueillir 3 500 collaborateurs, et le bâtiment Sylvae au sud, 28 000 m². On a un parc qui est assez magnifique. Globalement, le site est traversé par une avenue qui appartient à la ville, la ville de Montrouge. On a dans l'objectif demain d'ouvrir aussi le parc à la ville de Montrouge. Donc c'est aussi comment Crédit Agricole, quand il rentre vient se positionner dans une ville comme ça, il est hors de question de fermer toutes les ceinturées et de vivre en autarcie. On est évidemment intégré dans la vie de la ville et on fait, par le biais des services de conciergerie, de choses comme ça, travailler la ville de Montrouge et les commerçants de Montrouge. On a prêté nos espaces et nos lieux pour faire des expositions des arts contemporains à une époque. Voilà. Ça participe aussi à l'intégration dans le tissu social de l'entreprise. Donc quelques photos. Un superbe parc avec évidemment de l'eau. C'est juste un bonheur quand on travaille avec la fenêtre ouverte, avec l'écoulement de l'eau. Et puis un ensemble de programmes immobiliers de 3 bâtiments principaux plus un pavillon d'accueil. Donc tout sera livré en fin 2017. Voilà. Alors comment on a mené ce projet-là ? Comme je disais en introduction, ce n'est surtout pas un projet immobilier. Il ne faut surtout pas le voir comme un projet immobilier. Il faut le voir comme un projet d'entreprise. Et je dis qu'aujourd'hui, quand on mène ce genre de projet, il y a 3 composantes qui sont incontournables. Et ces 3 composantes-là doivent marcher ensemble. L'humain. Il est hors de question de laisser le collaborateur sur le chemin sans demander son avis, sans le concerter et sans lui expliquer et l'accompagner dans tous ces changements. Spatial. Le lieu et les lieux qui sont créés ont évidemment un impact sur les modes de travail, les comportements des gens dans les lieux. Et ensuite, la technologie. On ne peut pas vivre sans la technologie aujourd'hui. Comme je dis toujours, on peut faire les plus beaux lieux. Les plus beaux lieux, si on n'explique pas aux gens comment les utiliser, ça ne marchera jamais. On peut créer des lieux en espace ouvert avec plein de salles différentes. Si les gens n'ont pas des outils de mobilité, ne serait-ce que le téléphone ou l'ordinateur, ça ne marche pas non plus. Il y a tout un côté... je veux dire, ces 3 dimensions-là sont incontournables. On a des expériences sur des projets où, globalement, il y a un moment... l'accompagnement des collaborateurs ou une fébrilité du côté RH qui fait qu'on n'y est pas du tout, alors que l'immobilier et la technologie, si on avance de phase, ça ne marche pas. De la même façon, on peut créer des beaux espaces ouverts et puis l'informatique est incapable de nous mettre à disposition du réseau Wi-Fi, des choses comme ça, ça ne marche pas non plus. Donc ces trois éléments-là sont des incontournables. On a ouvert, donc, comme je disais, 8000 collaborateurs ont été interrogés par le biais de sites internet. Et 450 collaborateurs sont portés volontaires. Ça a été l'occasion donc à la suite de visites sur le futur site, d'écouter les gens sur leurs problématiques. Leurs problématiques de manager. Mon manager, je ne veux plus qu'il soit dans un bureau ou dans une tour d'ivoire. Je veux le voir, je veux voir à côté de moi. Je veux savoir quels sont les gens qui bossent en proximité. Donc, c'est besoin de transparence. Je voudrais, ça a été l'occasion d'ouvrir le télétravail. On est en sud de Paris. Quand on fait une analyse évidemment des temps de transport, on voit que 80% des collaborateurs avaient un temps de transport qui était allongé. On ouvre le télétravail. Et c'est devenu quelque chose d'important.
En termes d'aménagement d'espace, on imagine optimiser un peu les choses. Alors, la banque avait cette manie, moins maintenant, et il s'avère que ça participe évidemment de manière économique aussi. Globalement, un collaborateur dans le milieu de la banque change de bureau tous les 4 ans. Imaginez le nombre de déménagements que ça peut générer. Certaines années, on a fait jusqu'à 12 000 déménagements. Genre, bouger des cloisons, bouger du mobilier, bouger de la technologie, c'est juste des coûts cachés et il était temps d'agir sur ces sujets. Donc on est venu avec tous ces éléments-là, demander aux collaborateurs ce qu'ils attendaient en termes d'aménagement d'espace. On parle d'open space, c'est un mot qu'on utilise très peu, on parle d'espace ouvert et de bureaux individuels. Mais par contre, on a développé toute une panoplie d'espaces de réunion, d'espaces de collaboration, d'espaces d'échange. On a trouvé des fonctions un peu différentes à certains lieux, notamment pour nous, Français. Donc pour ça, on est allé se nourrir un peu d'expérience à l'étranger. Et des pays qui sont bien en avance par rapport à nous sur ces sujets-là. Donc toutes ces réunions de concertation, on en a sorti un certain nombre d'éléments. Alors, on se dit toujours, c'est peut-être pas évident d'aller ouvrir un moment, donner la parole aux collaborateurs sur tous les sujets. Et globalement, on se rend compte que les gens sont plutôt raisonnables dans leur façon de penser. Il y a d'excellentes idées créatives qui en sortent. Alors, quand je dis d'excellentes idées, il y a aussi et c'est là qu'on voit un peu l'état d'esprit des collaborateurs. On est aujourd'hui, je veux dire, dans une société où on demande de faire de la création, d'être un peu inventif, entrepreneuriaux. Et puis là, on est dans le monde de la banque. Et dans le monde de la banque, on a été pendant des années à faire des réglementations. On continue à faire des réglementations, des process, des ceci, des cela. Quand je rencontre certains directeurs aujourd'hui qui me disent « Je viens d'embaucher un jeune, là, il y a 3 ans, il avait la tête bien faite, il avait plein d'idées. 4 ans après, je ne peux rien en sortir et il n'a plus d'idées. » Je dis « Mais attendez, depuis 4 ans, qu'est-ce que vous l'avez fait ? Vous l'avez fait faire du process, du règlement, vous l'avez mis dans un carcan, vous l'empêchez de s'exprimer. » Donc, il faut surtout sortir de ce comportement-là. Quelqu'un d'une direction de la communication, justement, dans un atelier participatif qu'on organise comme ça sur ce qu'on pourrait trouver comme nouveau mode de fonctionnement dans la façon de diffuser de l'information. Quelqu'un qui ça fait 10 ans qu'il est à la direction de la communication dans une entité qui a plein d'idées. Dans l'atelier, tous les 5 minutes, il avait une idée. La seule chose, c'est que dans les 3 minutes qui suivaient, il disait « Ah ben non, ça ne va pas être possible ». Ça veut dire que depuis 10 ans, à chaque fois qu'il avait une idée, on lui tapait sur la tête en disant « Non, tais-toi, c'est pas possible ». Donc il faut aussi faire en sorte de changer le comportement de ces gens-là. Voilà. Donc l'occasion, en écoutant tout ça, de repenser un peu une culture d'entreprise, de repenser des façons de travailler, des façons d'échanger entre les uns et les autres. Bon, évidemment, l'image du campus, en termes d'ouverture, l'ouverture du groupe, l'image du Crédit Agricole sur ce site-là a énormément changé. Mais pas que. On a agi sur d'autres systèmes. Donc là, des photos de gens qui sont venus nombreux. Je vous dis 450 réunions. Donc faut oser écouter les gens. Il faut y aller, quoi. Et c'est aussi un moyen de trouver des vecteurs. Partenaires sociaux inclus. C'est-à-dire qu'on a toujours peur en France des partenaires sociaux, des choses comme ça. On les a embarqués avec nous. On les a embarqués dans ces réunions pour qu'ils écoutent aussi les collaborateurs sur les sujets divers. Alors, on a la chance d'avoir au centre de ce site un lieu assez magique qui s'appelle le Forum. Il s'appelait le Forum, on a gardé ce nom de Forum, avec des terrasses. Il faut aussi un moment oser mettre du mobilier à l'extérieur. On est dans une banque, mais on a du mobilier extérieur, les gens y déjeunent. Mais les gens y travaillent. C'est-à-dire qu'on a demandé à nos amis de la techno d'aller mettre du Wi-Fi. Donc les gens ont la capacité d'aller travailler sur ces terrasses l'été. Donc il faut oser. Là aussi, il y a le rôle du manager et du management de manière générale, c'est de montrer qu'on peut le faire. Donc au manager d'aller le faire. Donc ça s'accompagne. On a accompagné les managers dans l'utilisation de ces lieux-là. Je parlais du forum, l'intérieur ce qui était à l'origine du projet quand on a acheté le site, c'était un restaurant.
Il y a juste 2000 m² qui sont ouverts, qui normalement, en fonction de restaurant, sont ouverts de 11h30 à 14h. Qu'est-ce qu'on en fait le reste du temps? Il est temps d'optimiser les surfaces, de trouver une autre utilité à ces éléments-là. Donc ça, c'est typiquement une idée qu'on a ramenée des Pays-Bas, hein. La Hollande, vous êtes accueillis, la majorité d'entreprises aujourd'hui vont rentrer dans un restaurant, y compris les banques. Vous allez chez Rabobank à Amsterdam, on rentre pratiquement dans un restaurant. Donc nous, Français, on est un peu dérangés par l'odeur de la nourriture, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais quand on a passé le cap, ça le fait très bien. Ce lieu-là sert évidemment de salle de réunion, de lieu de rencontre le matin, d'accueil des clients. Et on est allé pousser un peu plus loin. On avait une image un peu déplorable vis-à-vis des jeunes. Les jeunes ne voulaient pas venir travailler au Crédit Agricole. Je comprends, hein, aller travailler dans une tour à Montparnasse de 16 étages dans des lieux opaques, ça n'intéresse personne. Quand on ouvre ce restaurant-là, ce lieu, et qu'on le transforme en salle de concours, on recrute nos inspecteurs de la banque tous les ans et on transforme ce lieu en salle de concours. Imaginez juste l'effet waouh que ça peut avoir sur un jeune qui débarque et dit « je suis dans une salle, il y a une verrière au-dessus de la tête, il y a des couleurs, les photos, là, Facebook, tout ça, ça marche super bien, super bien ». Et l'image de la société en est changée. Les clichés, hein, le piano. Il y a un piano dans ce lieu-là, il est ouvert, n'importe qui peut jouer du piano. On a des collègues. Moi, j'ai eu l'expérience, le fils d'un collègue, jeune élève de 3e qui vient faire son stage de découverte d'entreprise. Le gamin, tous les matins à 9h, il allait faire ses partitions de piano avant de venir au bureau. Et les gens qui allaient prendre leur café juste à côté, ils étaient juste contents d'entendre un petit jeune comme ça, niveau 3e, qui était en train de faire ses partitions tous les matins. Voilà. Donc quand je dis les lieux, donc on a essayé d'avoir une diversité assez importante en termes de lieux. On n'est pas, quand on fait des changements comme ça, on est obligé aussi d'aller par étapes. Je veux dire, tout le monde avait son bureau auparavant. On aurait très bien pu se dire, on va commencer à limiter le nombre de bureaux. On parle de flex office, on parle de bureaux non attribués. Non, on a fait le choix d'attribuer un bureau à chaque collaborateur. Chaque collaborateur a un bureau. Par contre, on est allé encore un peu plus loin dans la façon de traiter les espaces de réunion. On est allé sur un ratio qui est peu courant en France. Pour tout collaborateur, tout poste de travail implanté sur le site, j'ai une place en salle de réunion. Ça veut dire que tout le monde sur le site pourrait être en réunion à un instant T. Donc ça, c'était la première approche, en se disant, oui, il faut un bureau à tout le monde. Si maintenant je regarde les taux d'utilisation, et c'est général dans tous les pays, hein, vous échangez avec n'importe quelle société étrangère, le taux d'occupation du poste de travail à l'instant T dans une société n'est même pas de 50%. Et la moitié des postes sont vides à un instant T. Donc maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est comment retravailler un peu ces espaces de travail pour apporter peut-être plus de confort à des gens qui sont là tout le temps à leur bureau et d'autres solutions à des gens qui sont, comme je l'ai dit, toujours jamais là. Voilà. Donc la technologie présente, les téléphones, des grands écrans de 24 pouces qui permettent en fait de limiter les impressions, la suppression des impressions des imprimantes locales, la capacité d'imprimer de n'importe quel immeuble. C'est-à-dire que je vais en réunion sur un autre immeuble, je lance mon impression depuis mon ordinateur portable et je vais le récupérer sur n'importe quelle imprimante, simplement en présentant mon badge à l'imprimante qui se trouve à côté de la salle de réunion, si jamais j'ai besoin d'imprimer. Donc c'est toutes ces solutions et l'apport de la technologie sur ça. Donc les photos. Alors, on a demandé aussi une participation justement aux salariés pour créer ce qu'on appelle, alors c'est pas des cafétérias, on appelait ça des lounges. Globalement, la demande, c'était de créer nous des lieux où on peut échanger facilement et un lieu qui permet aussi l'appropriation du territoire. On a créé ces fameux lounges en proposant à l'ensemble des directions un ensemble de thèmes qui est totalement décalé par rapport au monde du travail. Hein. Et dans cette liste de thèmes, choisissez 3 thèmes et on va y travailler. Donc le lounge, c'est quoi? Globalement, c'est une cafétéria qui porte un thème particulier. Vous avez ici une photo d'un atelier d'artistes. Avec des canapés. Bon, il y a un fournisseur suédois qui est Ikea, qui est très présent dans ces choses-là, qui fait un peu le comme à la maison. C'est comment la maison vient dans le monde de l'entreprise. Tout le monde connaît ça. Donc,
dans différents endroits du site, chaque direction globalement a un lounge qui lui est associé avec un thème bien particulier. On peut y retrouver les canapés, on peut retrouver un baby-foot, on peut y retrouver... voilà. Et ça marche. Et on pourrait dire, oui, les gens vont passer leur temps à jouer. Non, ils savent très bien se raisonner au bout de quelques temps. Mais là encore, donc un ensemble de salles de réunion dites campus, c'est comment on globalise, comment on ouvre un ensemble de services à l'ensemble des collaborateurs, et en leur expliquant comment ça marche et comment on les utilise, y compris aux managers. Apprendre à un manager à aller s'installer dans un canapé, il faut aussi oser. Tout à l'heure, sur le côté restaurant, on ne voyait jamais notre direction générale au restaurant d'entreprise. Ils sont présents tous les jours. Donc au-delà de ça, c'est évidemment un certain nombre d'outils avec un certain nombre de services qu'on a pu développer. Donc c'est de la conciergerie, c'est évidemment, on est dans une banque, on a une agence bancaire avec un site dédié, et puis un flash qui passe régulièrement sur toutes les animations. On parlait tout à l'heure d'animation. Oui, aussi l'animation participe grandement à la vie d'un site. Le fait de la musique, on a fait jouer les collaborateurs entre midi et 14h avec un spectacle, et le directeur général inclus qui venait jouer de la guitare électrique. Et après, c'est agir sur le comportement des gens, hein. Il faut avoir une attitude, et ça se décrète pas comme ça. Ça s'apprend au fur et à mesure qu'on utilise les lieux. Voilà. Bon, je pense que j'ai été trop long, mais